Absolument. Bonjour Carl Olive. Bonjour Stéphane Mureux. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Il n'avait pas pris la parole publiquement depuis le 7 juillet. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir chez nos confrères de France Télévisions. On ne l'avait pas entendu depuis sa fameuse lettre aux Français. Carl Olive, clairement, est-ce que vous avez des attentes ce soir ? Le président va, je dirais, siffler la fin de la partie de cette longue séquence entre les européennes et les législatives et expliquer d'abord, je crois, le point positif, c'est l'afflux massif des Françaises et des Français qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans auprès des urnes. Ça, je pense que c'est un signe très positif pour la dynamique démocratique de notre pays. La deuxième chose, c'est la volonté des Français que les partis politiques enfin puissent s'entendre entre eux et que le pays soit plus important que le parti. On a l'impression, et j'en sais quelque chose, que chacun joue dans son couloir pour faire avancer le pays. Et puis surtout, rappeler que la venue de Jeux Olympiques à Paris, où nous allons être sur le toit du monde, une lumière sur le monde entier, est un joyau exceptionnel, avec 11 000 athlètes, avec 40 000 bénévoles, avec des retombées de l'ordre de 2 milliards sur les retours sur investissement par la suite dans l'héritage. Je crois que c'est un formidable rassemblement de la jeunesse que les Français attendent, et ça se passe une fois tous les 100 ans, il faut en profiter. Carl Olive, c'est vrai qu'on entend votre optimisme, et à juste titre, c'est vrai qu'il faut s'en réjouir de ces Jeux, mais bon, il ne vous a pas échappé qu'on traverse quand même une crise politique. Vous dites qu'il faut rassembler les partis politiques, sauf que le spectacle offert depuis plusieurs mois est désastreux. Vous avez évidemment vu ce sondage Figaro ce matin. Plus de 82% des Français estiment que les partis politiques donnent un terrible spectacle et ils ont une mauvaise opinion. Ils se disent même choqués. Est-ce que vous les comprenez ? Surtout qu'on apprend ce matin qu'Emmanuel Macron va devant le CIO pour appuyer la candidature de la France des JO de 2030. Est-ce qu'on attend ça en priorité aujourd'hui du président de la République, clairement, en France ? Bon, d'abord, c'est pas le président de la République qui fixe l'agenda du CIO, hein, c'est l'inverse. Mais pour revenir sur votre question, oui, Madame Dumorue, je comprends évidemment les Français. Je pense qu'on ne passe pas suffisamment de temps, nous autres, les élus en général, et je dirais les députés en particulier, même si je ne généralise pas. Moi, je suis un élu de terrain, je suis l'enfant de Poissy, je suis né à Poissy, j'ai été maire de Poissy entre 2014 et 2022. On a fait 120 réunions publiques en prise directe avec la réalité du quotidien des administrés. C'est comme ça qu'on est réélu à 75% au premier tour. Je pense qu'il faut impérativement qu'on change de logiciel, et là j'entends les Français. La classe politique telle que lui montre le visage, je dirais, depuis 2 ans. Moi, je suis au Parlement depuis 2 ans. Oui, c'est catastrophique, et c'est catastrophique parce que, encore une fois, les partis semblent plus importants que le pays. Ça, c'est juste pas possible. Mais quand on fait le travail Carl Olive, le vôtre aussi. Bien sûr, mais je balaye devant aussi ma porte. Hein. Après, je dirais qu'il faut pas tout jeter avec l'eau du bain. Depuis 2020, il y a eu effectivement le quoi qu'il en coûte avec le Covid. J'entendais effectivement à juste titre les doléances des commerçants, mais entre 2020, sans l'aide de l'État et ces milliards qui ont été injectés, 80% des commerçants auraient disparu. On voit qu'aujourd'hui, on a un taux, encore une fois, d'employabilité qui est à nul autre pareil. C'est un record historique depuis 15 ans. On a un taux de chômage qui est historiquement bas depuis 20 ans. Encore une fois, tout n'est pas parfait. Mais avec une dette qui a augmenté largement sous Emmanuel Macron. Alors effectivement, le quoi qu'il en coûte à un prix, plus de 3 000 milliards de dettes qu'il va falloir à un moment donné rembourser. Ici ou là, on commence à parler de l'augmentation des impôts. Non, il n'y aura pas d'augmentation des impôts. En tout cas, c'est l'engagement du président. Il le rappellera peut-être ce soir. En revanche, oui, effectivement, il faut effectivement réduire les finances publiques, et on est tous concernés, depuis les collectivités locales jusqu'au sommet de l'État. C'est pas une géométrie variable. Chacun doit faire ses efforts, et nous autres, et vous avez raison, le bloc central, je dirais, de l'ancienne majorité doit aussi montrer l'exemple, et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Il faut que nous soyons beaucoup plus pragmatiques, il faut que nous soyons beaucoup plus communicants pour être convaincants auprès des Français, ce que nous n'avons pas suffisamment été. Je vous donne un exemple sur le projet de loi des retraites. Expliquez-moi comment en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, on part entre 60 et 67 ans, et que aujourd'hui, nous en France, on a eu les pires difficultés
à faire passer une réforme qui faisait partie du programme présidentiel page 12, c'était le où c'était 65 ans, vous l'avez dit, exactement, auquel vous appartenez. Et 64 ans, bien sûr. Mais encore une fois, on n'a pas su verbaliser et assumer ce projet de loi. Carl Olive, restez avec nous. On va poursuivre ces conversations dans quelques instants. Vous écoutez Europe 1, il est 11h47 et nous sommes toujours avec votre invitée Stéphanie Carl Olive, députée Ensemble des Yvelines. Je rappelle à nos auditeurs, le programme de cette émission recevra Laura Flessel, l'escrimeuse française la plus récompensée de l'histoire. Elle viendra nous voir, nous expliquer un petit peu ce qu'elle a ressenti quand elle a porté la flamme et puis ce qu'elle ressent à quelques jours de l'ouverture des Jeux. Nos auditeurs peuvent leur poser leurs questions. 01 80 39 21. Et le hashtag Europe 1 aussi. Et le hashtag Europe 1, voilà, bien sûr, merci. Carl Olive est toujours chez lui aussi, député Renaissance, groupe Ensemble des Yvelines. Carl Olive, vous nous parliez des partis. Il faut qu'on s'entende. Vous faisiez effectivement votre examen de conscience, mais quand on voit un petit peu comment tournent les choses, c'est plutôt mal parti cette affaire, n'est-ce pas ? Alors, juste un petit clin d'œil pour demander à vos auditeurs quel est le surnom de Laura Flessel qui sera votre invitée. La guêpe. Ça, c'est quelque chose, exactement. Elle volait comme un papillon, elle piquait pas comme une abeille, mais comme une guêpe. Puis elle gagnait dardard en plus. Et, pas mal. Notre ancienne ministre des Sports. Non, je suis pas d'accord avec vous, Stéphanie Muru. Oui. Je vais vous dire pourquoi. C'est que moi, alors, je suis peut-être naïf ou raisonnablement optimiste, mais quand je vois, par exemple, les collègues députés de la droite républicaine faire des propositions sur le pacte législatif, oui. Mais écoutez, je trouve que ça va dans le bon sens. Et moi, la réciprocité entre les droits et les devoirs, ça a toujours été ma boussole. Le fait qu'il y ait un intérêt à aller travailler plutôt que de rester chez soi, je pense que c'est ce qu'attendent les Français. C'est ce que j'appelle de la justice et de la justesse sociale. Donc moi, je salue l'initiative, les propositions de Monsieur Wauquiez et de son groupe. Et puis derrière, bien, nous échangerons avec leurs équipes pour voir comment ensemble, non pas l'un à côté de l'autre, mais ensemble, nous pouvons acter le fait que ces propositions de loi puissent être entérinées à la rentrée à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est de cette manière que le logiciel peut changer. Carl Olive, ça veut dire que le logiciel, il va plutôt passer à droite parce que, vous le savez, pour avoir les voix de la droite, il faudra donner des gages. Ce sont des thèmes sur notamment l'autorité, l'immigration, la sécurité. Est-ce que, clairement, il va y avoir un virage à droite du camp présidentiel ? Alors, je dirais pas à droite ou à gauche, mais de façon pragmatique. Ce que vous dites, vous avez raison, Stéphanie Muru, sur le fait qu'il y a un côté régalien dans les propositions de ce pacte législatif, mais pas seulement. Il y a aussi la valorisation du travail que le bloc central, anciennement majoritaire, réclame aussi de ses voeux. Et pourquoi pas des propositions de la gauche républicaine. Quand je dis gauche républicaine, je parle pas de la France insoumise, je parle de la gauche républicaine. Cette gauche républicaine, chère à Jaurès, chère à Blum, chère à Mendès France, chère à Mitterrand, chère à Cazeneuve. Je pense à un collègue comme Jérôme Guedj, par exemple. Moi, je pense que typiquement le versement à la source fait partie des propositions qui pourraient être validées par les sociaux-démocrates et donc qui permettraient de faire avancer le pays. On a, à mon avis... la gauche républicaine qui demande aussi l'augmentation du SMIC, qui prône aussi l'augmentation des impôts. Vous veniez nous dire juste avant la publicité que vous vous engagiez à ne plus les augmenter. Donc comment vous allez gérer ça ? Vous allez faire du en même temps ? C'est pas de l'incompatibilité. Vous voyez l'augmentation des salaires. Il y a une différence entre imposer aux petites et moyennes entreprises du jour au lendemain de passer le SMIC à 1 600 €, ce qui entraînerait, c'est non pas 500 000 emplois détériorés, c'est même plus que ça, puisque à la rentrée, nous aurons 800 000 nouveaux entrants sur le marché du travail, 300 000 diplômés et 500 000 nouveaux entrants. Les 300 000 diplômés, il n'y aura pas de difficulté. Les 500 000 entrants, il y aura de la difficulté. Donc dans un an, c'est 1 million de personnes au chômage si on impose sans échange du tout avec les entreprises de pouvoir le faire. Non, je pense que le chemin peut être obtenu, mais par exemple, le fait qu'il y ait une prime d'activité sans plafond, le fait qu'il y ait de la défiscalisation des heures supplémentaires, le fait par exemple d'alléger, moi c'est ce que je souhaite, d'alléger les cotisations employeurs, d'alléger les cotisations sociales, je pense que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens et c'est quelque chose qui n'est pas une balance entre la gauche et la droite, c'est quelque chose que souhaitent les Français. La prise d'entrée doit être les Français et certainement pas, encore une fois, les partis de politique de gauche comme de droite. Alors LFI vient de déposer une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Votre réaction ?
Bah non, mais LFI, ils font du LFI. C'est pas la France insoumise, c'est la France irresponsable, c'est la France dangereuse. Quand on voit ce qui s'est passé encore ces dernières heures avec d'appels à la haine, à l'antisémitisme à l'endroit des athlètes israéliens par des membres de la France insoumise, c'est insupportable. Je disais ce matin chez vos confrères de TF1 que le président de la République n'aurait pas dû seulement dissoudre l'Assemblée nationale, il aurait dû aussi dissoudre la France insoumise. Ce sont des dangers pour la société, je ne généralise pas, mais la bordélisation du Parlement depuis 2 ans, 80% c'est la France insoumise. Regardez aujourd'hui, vous savez qu'avec la majorité qu'ils ont au bureau de l'Assemblée, c'est le boulevard pour le chaos qui a été non, ne dites pas ça, c'est pas vrai. Non, ne dites pas ça. Non, c'est pas vrai. Imaginez que nous ayons eu un président de l'Assemblée nationale communiste avec une majorité des secrétaires de droite ou de centre-droite ou de la majorité centrale. Ça aurait été la mainmise effectivement du Front populaire sur le Parlement. Là, c'est pas le cas. Quel va être le rôle du bureau? C'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes. On va pouvoir gérer les punitions. Autrement dit, ne plus en mettre quand quelqu'un fera une incivilité. Vous parlez d'un idéal. En général, non, mais vous parlez d'un idéal de gouvernance. C'est pas ça ce qu'attendent les Français. Les Français attendent 2 choses, chère madame. Qu'on remette de l'ordre dans l'ordre républicain et qu'on remplisse leur frigo. Pas autre chose. Je vais vous dire, ils s'en tamponnent de savoir ce que va faire la France insoumise. Les Français attendent aussi qu'on respecte leur vote. Je vous rappelle qu'il y a eu plus de 10 millions d'électeurs pour le Rassemblement national. Aujourd'hui, ils sont extrêmement en colère. C'est vrai qu'en 2022, les votes n'étaient pas les mêmes et on se retrouve avec le perchoir identique. Que leur répondez-vous à ces électeurs? Est-ce que c'est leur donner une bonne image? Je fais partie 2 choses. Je fais partie de ceux, et vous allez voir, je balaye devant ma porte, je fais partie de ceux qui ont réclamé d'arrêter, de fustiger systématiquement le Rassemblement national pendant les européennes et pendant la législative. Je fais partie de ceux, officiellement et publiquement, à avoir rappelé que le Parlement n'était pas le gouvernement et qu'il fallait une représentation de l'ensemble des étiquettes politiques du Rassemblement national à LFI, pour prendre ces 2 exemples-là, dans la gouvernance et l'exécutif de l'Assemblée nationale. Je suis membre de la Commission Défense nationale et Forces armées Jean-Noël à Barrot, pardonnez-moi, je vais vous laisser écouter Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe de France, qui était l'invité de CNews Europe 1 ce matin. Écoutez ce qu'il dit. Il n'existe qu'une seule majorité qui arithmétiquement est susceptible d'apporter la stabilité à notre pays, c'est celle qui va de la gauche modérée à la droite modérée en passant par le centre. Et vous voyez bien, Carl Olive, cette manœuvre, et d'ailleurs Gabriel Attal ne s'en cache pas non plus, d'écarter tout ce qui est aux extrêmes, au bout en tout cas, et notamment en premier lieu le Rassemblement national. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette stratégie ? Mais on a le droit de ne pas être d'accord. Là, je vous parlais de l'exécutif du Parlement, et là vous me parlez d'une position nationale. Je prends souvent cet exemple, madame. Mais si madame Marine Le Pen me dit que le soleil est jaune, est-ce que vous pensez que parce que j'appartiens à la majorité, je vais lui dire non, madame Le Pen, le soleil est rouge? C'est pas ça. Si Raquel Garrido, membre de la France insoumise, me dit que l'instruction des jeunes se fait à l'université et pas au pied des immeubles, je vais dire non, justement, il faut absolument que ça soit bien le bordel au pied des immeubles. Eh bien non, je suis d'accord également avec elle. Je pense que c'est ça ce qu'attendent les Français, du pragmatisme et encore une fois du bon sens. Alors moi, je vais vous dire, je regrette. Et je vous le dis sur votre antenne, Europe 1, je regrette que le Rassemblement national ne soit pas dans la gouvernance exécutive de l'Assemblée nationale. Je fais partie de la commission Défense nationale et Forces armées à l'Assemblée nationale. Eh bien, il y a une vice-présidence qui est octroyée aux collègues du Rassemblement national comme aux collègues de la gauche. C'est comme ça qu'on aurait dû effectuer les choses et pas autrement. Et pourquoi ça s'est pas passé comme ça, alors, selon vous ? Alors, on a tous une part de responsabilité, mais je vais vous dire, le Rassemblement national, et merci de me poser cette question, a aussi sa part de responsabilité, parce qu'au premier tour de l'élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale, eh bien, le groupe de madame Le Pen a fait voter pour 2 collègues de la France insoumise. Alors que si jamais elle n'avait pas fait ça, je pense que Sébastien Chenu, collègue du Rassemblement national, aurait été élu au 3e tour de cette Assemblée. Chacun doit prendre ses responsabilités. Je pense que c'est une mauvaise stratégie, c'est une maladresse. Je pense que madame Le Pen aurait pu s'en passer. Alors, l'entourage d'Emmanuel Macron a fait savoir qu'il y aurait peu de chance avant les JO, et oui, c'est dans 3 jours, donc là, ça me paraît effectivement raté pour une nomination à Matignon. Vous l'appelez de vos voeux, comme le fait de manière insistante d'ailleurs la France insoumise, qui pourtant n'a pas de candidat à proposer, pour autant.
Oui, c'est exactement ce que vous dites. Hein. Là, c'était écrit. On est dans un logiciel de communication, de provocation au quotidien pour pouvoir occuper l'espace. Mais puis c'est pas la peine qu'ils s'excitent. Hein. Il y aura pas de Premier ministre de la France insoumise ou du nouveau Front populaire. Moi, je peux m'engager sur le sujet. Je suis pas l'oreille d'Emmanuel Macron. Je pense qu'à la rentrée, le temps que nous puissions échanger avec celles et ceux qui ont des propositions et qui veulent travailler ensemble, puissent cheminer par rapport à cela, nous aurons un Premier ministre de droite ou de centre-droit qui permettra à la France d'être apaisée, modérée. De droite et centre-droit. Vous avez un nom en tête ? Je pense que des profils comme Xavier Bertrand, par exemple, sont des profils qui peuvent être intéressants. Il n'y a pas que lui, mais je pense que nous avons quelqu'un qui peut effectivement cocher les cases. C'est ce qu'attendent les Français. Moi, je ne vois pas comment on peut avoir un Premier ministre du nouveau Front populaire ou de la France insoumise qui du jour au lendemain va désarmer la police, qui du jour au lendemain va abroger le projet de loi sur les retraites, qui du jour au lendemain va imposer un SMIC à 1 600 €. C'est autant de chômage de masse en plus et de déficit en plus également et de création d'impôts. C'est pas ce que souhaitent les Français. Les Français veulent de l'ordre républicain, encore une fois, et que leur frigo se remplisse. Merci mais de façon beaucoup. logique et cohérente. Merci beaucoup, Carl Olive, d'avoir été avec nous sur Europe 1.